Alors, chers amis, c'est parti. Maintenant, nous allons passer à la session questions-réponses. Je suis face à notre président Georges Louis ainsi qu'à notre première ministre Sophie Wilmès. Je peux vous tutoyer? Oui, bien sûr. C'est gentil, je vous remercie. Alors, comme vous le savez, nous avons laissé l'opportunité aux personnes qui nous ont regardés aujourd'hui de vous poser des questions. Parce qu'on a vraiment voulu qu'aujourd'hui soit un moment qui nous permette vraiment d'avoir un débat interactif et permettre en fait à tout le monde de participer à la discussion. Donc, nous avons sélectionné quelques questions que je vais vous poser. Je suis toute seule. Donc, je vais commencer par Sophie. Nous avons une question de Michel. Alors, Michel dit ceci. En tant que chef d'entreprise, il est coiffeur. Pourquoi doit-on attendre le 18 mai alors que beaucoup de magasins ouvrent le 11 mai ? Tout d'abord, rebonjour, c'est vrai qu'on a fait un discours, mais ça ressemble un peu, si je peux me permettre, au moment d'après les discours. Il faut savoir que l'avantage aussi au 1er mai, c'est une fête hyper chaleureuse. On rigole beaucoup, on se retrouve, on est entre amis, mais c'est aussi le moment effectivement où chacune et chacun peut poser des questions, donc c'est bien qu'on ait pu organiser ça maintenant. Alors en ce qui concerne la situation spécifique en fait des métiers de contact, c'est pas seulement les coiffeurs, ce sont les métiers de contact. Le GES, qui s'appelle Groupe d'experts Exit Strategy, ça fait un petit peu américain, mais c'est comme ça, a considéré que tous les métiers de contact, en fait, devaient pouvoir reprendre à une phase ultérieure. Parce que vous comprenez bien que quand vous avez un métier de contact, que vous soyez coiffeur ou esthéticienne ou masseur, je ne parle pas des travaux en termes de santé, mais de bien-être, eh bien, vous êtes plus proche de vos clients et que donc là, la propagation du virus peut être plus facile. Et il faut aussi comprendre quelque chose, c'est un déconfinement par étapes. Et quand vous fonctionnez par étapes, par définition, certains commenceront avant d'autres. Et il y a des choix qui sont faits. Choisir, c'est renoncer. Je le regrette pour les coiffeurs. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait bien récupérer tout de suite. Malheureusement, le virus et la gravité de la situation ne nous le permettent pas. Par contre, on peut déjà s'accrocher positivement au fait que les chiffres, les indicateurs soient assez positifs pour qu'on puisse entamer cette phase. Et un dernier point sur la phase de déconfinement, je sais que je l'ai dit 100 fois, mais je le répéterai encore une fois, attention, c'est graduel, étape par étape, en fonction du monitoring de la situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des phases peuvent être reculées ou on pourrait aussi devoir revenir en arrière. Je ne le souhaite pas, mais il faut que l'on comprenne que les certitudes d'avant ne sont plus là. Merci pour cette réponse, Sophie. Je pense que Michel a eu la réponse à sa question. Alors, Georges, lui, une question pour toi. Elle nous vient de Yann. Yann te demande Yann te demande plutôt ce qu'il en est de la fiscalité sur les masques. Alors, merci à Yann pour sa question. Et comme le disait Sophie, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'au 1er mai, en général, on peut rencontrer les gens. Alors, il y a même un karaoké en fin de journée. Donc ça, malheureusement, cette année, ça ne sera pas possible. Mais on en profitera mieux l'année prochaine. La question qui est posée est importante. En fait, il faut savoir, au niveau du droit fiscal, en Europe, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur la TVA pour garder justement une certaine harmonie entre les États. Et donc, en Belgique, on a accès à 3 taux de TVA et il existe ce qu'on appelle le taux zéro. Alors, effectivement, il est beaucoup plus facile de diminuer la TVA de 21 à 6%. Il existe des procédures longue, pas simple, pour obtenir une TVA à 0%. Et donc, nous avons fait des propositions en la matière avec l'objectif, et je crois que dans la vie, c'est toujours très important d'être ambitieux, avec l'objectif d'atteindre ce niveau-là. Si on ne sait pas l'atteindre, alors on devra se rabattre sur une TVA à 6%. Mais les propositions techniques qui sont effectivement très créatives, mais c'est aussi une volonté que j'ai eue auprès des collaborateurs du MR de leur dire, en fait, il ne faut pas nous expliquer que ce n'est pas possible. Il faut essayer toujours de trouver un chemin. Et donc, nous essayons de trouver le chemin en sachant effectivement que ça n'est pas simple. Donc, ça sera soit de 0, soit de 6, et on le saura dans le courant des tout prochains jours. C'est important, et je termine par là, bien sûr pour nos concitoyens qui vont devoir s'équiper et qui s'équipent au fur et à mesure, mais c'est également extrêmement important pour les professionnels, les professions libérales, toutes les professions médicales et paramédicales qui ne sont pas nécessairement à l'hôpital, que ce soit bien sûr les médecins de famille, les dentistes, les kinésithérapeutes, etc., etc. Ils ont besoin de s'équiper, ils sont déjà impactés également par la crise, donc c'est important de pouvoir faire face à cette augmentation importante des prix, augmentation qui d'ailleurs a été
je dirais qu'il a trouvé une réponse dans certains pays, c'est de bloquer les prix, mais il y a une grosse difficulté si vous bloquez les prix, c'est que comme sur le marché mondial, ces prix sont parfois très élevés, eh bien, il y a des pays qui n'arrivent plus à s'approvisionner en matériel parce que le prix est plus élevé au niveau mondial que ce qu'ils autorisent dans leur pays. Ça a été le cas de la France, par exemple, avec le gel hydroalcoolique. Donc, on doit agir avec intelligence, doigté et surtout ne pas choisir la facilité. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Yann, tu as ta réponse. J'espère qu'il répondra. Voilà. Mais oui, ça continue d'arriver, donc pas de souci. Alors, mais à présent, une question pour Sophie. Sophie, Chris te demande comment est-ce que tu vois le déconfinement pour nos aînés? Comment l'appréhendes-tu, ce déconfinement? Il faut déjà comprendre que tout le monde est logé à la même enseigne, sauf évidemment pour ce qui concerne les maisons de repos et de soins, dont on sait qu'ils ont pris la décision à un moment de fermer les portes. Et vous vous souviendrez que j'ai été personnellement très attentive au fait des répercussions de cette fermeture sur le moral, le sentiment de solitude de nos aînés. Et bien sûr, je n'étais pas la seule. Je sais que c'est une préoccupation qui était aussi partagée par le personnel sur le terrain, puisqu'elle nous remontait fortement. Et donc, il faut déjà savoir une chose, c'est qu'en tout cas, en Wallonie et à Bruxelles, le cadre de référence est prêt, et ça veut dire que les maisons de repos qui en fait se mettent en ordre par rapport à ce cadre de référence et sont prêtes, peuvent déjà organiser maintenant des visites contrôlées, évidemment, dans le cadre des maisons de repos pour nos aînés. Et ça, c'est fondamental parce que, effectivement, une personne âgée qui souffre trop de solitude peut se laisser aller, et c'est pas l'objectif. Nous sommes d'abord des êtres humains, nous sommes d'abord des êtres profondément sociaux. Et c'est vrai que si on ne peut plus aussi facilement qu'avant se toucher, se prendre dans les bras, on ne doit quand même pas non plus se couper du monde. Alors après, en ce qui concerne les autres personnes âgées qui restent à la maison et qui ont cette chance-là de pouvoir rester à la maison, il faut bien comprendre que c'est un groupe à risque, c'est un groupe plus fragile, c'est un groupe à qui on doit faire plus attention. Et on le remarque souvent, c'est un groupe qui va sortir moins, il va demander à ses enfants ou à ses voisins, si on en a l'occasion, qu'on fasse leurs courses pour eux, etc. Et donc il faut encourager cette solidarité parce qu'effectivement c'est un groupe que l'on doit continuer à protéger. Mais je ne suis pas d'avis qu'il faille classer les gens en fonction de leurs âges. Il faut protéger les plus faibles d'entre nous, peu importe que ce soit parce qu'ils soient plus âgés ou simplement plus fragiles pour d'autres raisons. Et on doit envisager le déconfinement de cette manière-là. Merci beaucoup pour cette réponse, Sophie. Alors, Georges-Louis, nous avons reçu une question pour toi. Ça va bientôt être un gimmick, Georges-Louis et Sophie. Ou Sophie et Georges-Louis, oui, en passant de l'un à l'autre. Très bien. Alors, c'est une question qui nous vient de Quentin. Quentin te demande allons-nous défendre les droits des indépendants impactés durablement par la crise? Quelles seront les mesures de soutien sur le long terme? L'administration a-t-elle les moyens de suivre la cadence? Alors Quentin a 1000 fois raison, c'est qu'en fait, il y a deux temps dans cette crise. Il y a bien sûr la gestion de l'urgence pour faire en sorte que, on évite les faillites, qu'on puisse permettre à certains de poursuivre leur activité, mais d'une certaine manière, sur le plan économique, le plus dur est à venir. Parce qu'il va falloir amortir ces chocs. On sait qu'il y a eu par exemple un report en matière de cotisation sociale, en matière de fiscalité. Il y a également le droit passerelle. Il y a eu des mesures régionales à entre 4 000 et 5 000 euros selon la région dans laquelle vous êtes. Mais le vrai enjeu, ça sera, et j'en parlais tout à l'heure avec notre volonté d'une société nouvelle dans laquelle il y a plusieurs piliers, mais bien sûr le pilier économique, parce qu'il faut arrêter d'opposer l'économique à l'humain ou au social. Si on veut, à un moment donné, qu'une série de personnes puissent voir l'avenir aussi avec apaisement, puissent construire des projets familiaux, des projets relationnels, c'est aussi important qu'ils puissent avoir des perspectives économiques. Et comme je l'ai indiqué, il faut aussi être capable de créer ces moyens pour pouvoir financer les besoins pour une vie et plus de bien-être dans notre société. Et donc sur le plus long terme, pour être tout à fait clair, notre point est surtout de pouvoir avancer avec efficacité, mais aussi à un bon rythme. C'est-à-dire que
la situation d'un indépendant ne sera pas celle d'un autre selon, par exemple, le moment de réouverture et les conditions auxquelles ces réouvertures vont se faire. On le sait, il y a normalement, si le plan de déconfinement peut suivre son cours comme prévu, une réouverture des magasins hors alimentaires le 11 mai. On le sait, ça ne concerne pas l'Horeca. Il n'y a toujours pas de date fixée pour l'Horeca, car nous devons prendre en compte la priorité de santé publique qui, aujourd'hui, ne nous permet pas de réouvrir l'Horeca et nous ne savons pas non plus dans quelles conditions ce secteur sera réouvert. Et donc, du côté du mouvement réformateur, au-delà de quelques mesures générales, nous souhaiterons prendre alors des mesures sectorielles qui prennent en compte les moments de fermeture, les moments de réouverture et les conditions pour adapter bien évidemment le soutien. Et deuxième volet, quand je parle de sectoriel, ce sera aussi d'investir dans des secteurs stratégiques. Nous sommes en période de crise, c'est le moment de réévaluer notre position et donc il serait peut-être important de pouvoir investir dans des secteurs porteurs d'avenir. Un dernier mot là-dessus, c'est qu'il sera très important aussi de garder des moyens pour cet instant, parce que cet instant, je l'ai dit, il sera décisif et donc nous ne devons pas agir dans la précipitation, on doit répondre à l'urgence, ce qui n'est pas la même chose que la précipitation, et donc on devra amener des moyens importants dans les moments qui vont suivre. Et un principe de base pour les libéraux, je vous dirais que les choix de stratégie que nous ferons seront essentiellement sur de la baisse de fiscalité plutôt qu'un subside. La baisse de fiscalité permet à tout à chacun de se prendre en charge, de pouvoir être responsabilisé et surtout de toucher les fruits de son travail et de ses efforts. Malheureusement, le subside traite de la même manière tous les acteurs, quel que soit leur comportement, et parfois pénalise leur liberté de choix, parce que vous allez agir d'une certaine manière, parce que vous savez qu'un subside vous attend, plutôt que de faire ce que vous estimez vouloir faire ou devoir faire. Et donc à ce titre-là, pour nous, un travail sur la fiscalité pour les toutes petites entreprises, pour les PME, pour les bas et moyens salaires, en ce qui concerne les classes moyennes et populaires, sera véritablement notre priorité. Merci pour cette réponse, Georges-Louis. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai une question qui vous est adressée à vous deux. Donc, vous allez vous arranger pour répondre. Alors, moi, tu es une femme, donc tu as toujours cette non, je suis la première. Ministre. Bien dit, Sophie. Alors, c'est une question qui nous est posée par Tatiana, qui demande « Est-ce que cette crise sanitaire est la preuve que notre État doit se moderniser et se réfédéraliser ?» Alors, un État doit toujours se moderniser. Ça, c'est déjà, à mon avis, une évidence. Et qu'est-ce qu'on constate? On l'avait constaté déjà avant, on n'a pas attendu cette crise pour savoir à quel point notre État est complexe. Et c'est vrai que cette crise met en évidence, en fait, la complexité de notre pays. Mais c'est une crise paradoxale, parce qu'autant elle le met en évidence, et autant elle démontre que si elle a la volonté de travailler ensemble, c'est possible. Je le vois. En tant que Première ministre, dans le cadre de ce qu'on appelle l'OCC, c'est le comité de concertation, je travaille main dans la main avec les ministres-présidents des autres communautés, des autres régions. Vous savez qu'on n'est pas du même parti politique et ça se passe très bien parce qu'on a une volonté unique, c'est de travailler dans la même direction. Alors je ne dis pas qu'après, il n'y a pas, que tout est toujours parfait, bien entendu, bien sûr que non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre qu'on a souvent attaqué en Belgique le modèle, la manière dont ça fonctionne, pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté, mais on se cachait en fait derrière la structuralité de la Belgique. Bien, moi, je constate que oui, il faut changer la structure, mais je sais que vous pourrez changer la structure autant de fois que vous voudrez. S'il n'y a pas de volonté de travailler ensemble, vous n'y arriverez pas. Et donc maintenant, on fait cette démonstration et je pense que c'est fondamental. Alors évidemment, après, oui, une modernisation, oui, certainement une réforme de l'État, mais après, ça veut dire quoi? D'abord la gestion de la crise, le redéploiement de notre pays, et puis on pourra parler de tout ça parce qu'effectivement, c'est nécessaire. Merci Sophie. Georges-Louis, ton point de vue? Je vais prolonger. En fait, prolonger sur la nécessité d'abord de gérer la crise, bien sûr, mais on n'échappera pas à un moment donné à une évaluation aussi de notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que même si les choses ne sont pas aussi simples que ça, le fait d'avoir par exemple 9 ministres de la Santé interpelle tout le monde et je pense que plus personne ne peut défendre cette situation. Avoir 6 ministres dans l'espace Wallonie-Bruxelles, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Et ça prouve que parfois, les réformes, on peut déjà les faire chez soi.
entre membres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors francophones et germanophones, mais de façon globale, et je ne peux pas être considéré comme suspect, puisque lorsque j'étais informateur royal, j'avais fait part de mon attachement à la Belgique. Et je pense que, comme Sophie l'a indiqué, quand les choses sont difficiles, souvent on voit qu'on se retourne vers l'État fédéral. Et j'ai entendu parfois aussi certains régionalistes qui disaient que finalement il y avait peut-être l'une ou l'autre compétence qui devait être fédéralisée. Je pense que par rapport à cela, on ne doit pas avoir de dogme. Il faudra mettre la compétence à l'endroit où elle est la plus efficace. Et donc, il y a des compétences qui demandent peut-être un peu plus de proximité, d'autres qui doivent faire preuve de plus de cohésion sur l'ensemble du territoire. Mais on le voit sur les enjeux stratégiques, souvent, l'État fédéral est le bon niveau, car nos concitoyens vivent dans les 3 régions, ils vivent dans les 3 communautés. Et donc, c'est très compliqué dans toute une série de secteurs de vouloir créer de la concurrence ou de la différence entre eux. Je pense que le caractère d'unité et le fait d'unir les gens doit être le moteur de redéploiement. Vous ne pouvez pas dire qu'on va faire de la relance en mettant les gens les uns contre les autres, que ce soit selon les catégories socio-professionnelles ou que ce soit leur région d'origine. Sur ce point, un dernier aspect, c'est qu'en Belgique, on a un double problème. Il y a la répartition des compétences, mais on a aussi, et tout à l'heure, Sophie parlait de l'OCC, le comité de concertation, on a beaucoup de lieux de concertation qui fonctionnent, en l'occurrence aujourd'hui, mais en temps normal, eh bien, parfois ça coince sur une série de dossiers. Et donc, la difficulté de la Belgique, c'est qu'on a beaucoup de lieux de concertation, mais on n'a aucun mécanisme pour trancher à un moment donné. Je crois que la démocratie, ça doit être une organisation où il y a le temps du débat, mais à la fin, il y a le temps de la décision. Et donc, nous devrons, sans donner une hiérarchie par rapport aux entités, mais créer des mécanismes qui font qu'au bout d'un certain temps, une décision tombe, il y a une décision automatique qui tombe, ou en tout cas une obligation qui rend finalement la main à un niveau de pouvoir. On pourrait d'ailleurs transposer ça à la formation d'un gouvernement, puisque j'ai vu que certains se plaignaient de temps à autre. Personne n'interdit les uns et les autres de trouver des accords durant de très nombreux mois, mais c'est vrai qu'on est parfois dans des procédures où il n'y a pas de fin. Et je pense qu'une procédure qui n'a pas de fin déresponsabilise. Et il est important de responsabiliser l'ensemble des acteurs politiques, qu'ils soient ministres, présidents de parti et parlementaires, ainsi que les élus locaux. Merci pour cette réponse, Georges-Louis. Alors, nous venons de recevoir une dernière question. Alors, je propose, comme c'est la toute dernière, peut-être que vous la partagiez. Comme ça, si on sait la diviser en deux, on le fera certainement. Je pense qu'on pourra la diviser en deux. J'ai cette intuition. Alors, voici la question de Sarah. Qu'en est-il des écoles et pouvez-vous expliquer pourquoi il est nécessaire de les rouvrir ? Il y a plusieurs aspects pour les écoles. Vous avez vu ma galanterie. Ah, pardon. Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est naturel entre nous, Sophie. C'est ma galanterie. D'accord. Ou alors on dit simplement que c'est l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. Alors, mais je te remercie pour ta galanterie, c'est très élégant. Où en étais-je maintenant ? Donc voilà, merci. C'était au début, hein, voilà, Sophie. j'étais au tout début. Le point qui est important vis-à-vis des écoles, c'est de savoir que l'école remplit en fait 2 rôles. Elle remplit effectivement un rôle d'apprentissage, il faut apprendre les acquis aux enfants, mais il y a aussi un rôle social. Moi, je le vois à la maison, j'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui sont encore à l'école, et ils souffrent moins de ne pas avoir leur cours de mathématiques que de ne pas voir leurs amis. Je le dis en forme de boutade, mais c'est vrai que si notre rôle est de faire en sorte que nos enfants soient, entre guillemets, éduqués, instruits, notre rôle aussi, c'est d'en faire des acteurs de la vie et de les apprendre à vivre en société. Et la meilleure place où on peut faire ça, c'est l'école. Et bien entendu, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce qu'on sait, par rapport au modèle des virologues, qu'on ne peut pas rouvrir toutes les écoles d'un coup et on ne peut pas faire revenir tous les enfants en même temps aux écoles parce que sinon on ne respecterait pas les distanciations, par exemple, de sécurité. Donc il a fallu faire un choix et ce choix a été fait par les communautés, effectivement, de favoriser soit les années diplômantes, soit vraiment les premières années d'apprentissage, qui est aussi très important. Et donc, il y a là, évidemment, un choix qui a dû être fait. Il y a là, évidemment, une volonté de ne pas non plus laisser tomber ces élèves. Je sais que les professeurs sont très attachés à leurs élèves, et tant mieux d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils travaillent positivement. Il faut aussi savoir que pour beaucoup, il n'y a que l'école qui peut
de citoyens ou d'enfants, il n'y a que l'école qui peut leur apporter ce soutien parce que les parents parlent par exemple moins bien la langue ou ne sont pas disponibles parce qu'ils travaillent trop. Et donc il faut absolument pouvoir garder ce lien. Je le vois par exemple dans l'école de mes filles, il y a des rendez-vous Zoom en classe, ils ont des travaux à faire, on va chercher un petit paquet à l'école, on le ramène, c'est autorisé, ça leur donne aussi un rythme, ça leur donne aussi la fierté de réussir quelque chose. Quand vous faites vos exercices et que vous réussissez, que vos profs vous renvoient un regard positif, c'est aussi important parce qu'on parle, c'est vrai, des aînés, on parle de l'économie, on parle de beaucoup de choses, mais on parle moins des enfants et c'est vrai que la situation dans laquelle on est anxiogène pour nos enfants et donc pouvoir leur ouvrir cet espace de normalité, même si ce n'est pas pour tout le monde, je pense effectivement que c'est primordial. Merci pour ta réponse, Sophie. Georges-Louis, est-ce que tu veux compléter? Oui, mais simplement sur un point par rapport justement aux valeurs dont je parlais tout à l'heure dans le discours. Une des valeurs fondamentales du projet libéral, c'est l'égalité des chances, c'est l'égalité des possibles. Et la volonté qu'il y a eu dans le chef des libéraux dans ce cadre, c'est à la fois bien évidemment de mettre la priorité sur la santé publique, mais de l'autre côté, si la santé publique le permet, qui est la première condition, alors de pouvoir quand même permettre à ce tissu social de pouvoir fonctionner. Et donc, sur la base des avis des virologues, il était possible de relancer certaines classes moyennant une série de conditions. Et pourquoi nous y tenions particulièrement ? Parce qu'en fait, il faut bien considérer que pour toute une série d'enfants aujourd'hui, le fait de rester et d'apprendre à la maison ne les met pas sur le même plan. Parce que les réalités familiales sont très différentes, les capacités des familles, parfois aussi d'un point de vue économique, sont très différentes dans la capacité de pouvoir venir en aide, de pouvoir accompagner. Il y a de très nombreuses réalités au sein des familles et le rôle de l'école. Et quand je disais tout à l'heure que nous étions pour un État, mais pas un État trop lourd, un État efficace, la première mission de l'école, c'est justement l'éducation, c'est l'enseignement. Et si vous considérez à un moment donné que des enfants quittent l'école du 15 mars d'une année jusqu'à septembre, et encore, il n'y a toujours pas de garantie sur les conditions auxquelles cette rentrée pourrait se faire, vous mettez sur le bord du chemin toute une série d'enfants qui ont besoin de cette structure publique pour pouvoir être accompagnés et être hissés dans la vie. C'est pourquoi la priorité a été mise aussi dans les années certificatives, les années diplômantes, parce que le but était de se dire, si par exemple un enfant veut passer, ou un étudiant dans ce cas-là, ils vont m'en vouloir de dire enfant, parce qu'en réto on n'est plus un enfant, mais quand un jeune veut passer par exemple l'examen d'entrée en polytechnique ou en médecine, c'est quand même important qu'il ait un certain nombre de bagages pour pouvoir y aller. Et donc c'est vrai que ce n'est pas beaucoup de jours, mais ces jours sont essentiels pour permettre à des enfants de pouvoir se remettre à niveau, vérifier avec eux s'ils ont bien les connaissances nécessaires et surtout retisser ce lien social. Chaque individu, du plus petit au plus âgé aujourd'hui, souffre de cette rupture de lien social. C'est une manière plus sécurisée que d'autres d'aussi créer du lien social et de permettre des échanges avec des jeunes qui vont rester marqués également par cette période. Qu'il soit marqué, que ça influence le parcours de vie, ça peut être bénéfique parce que ça fait prendre conscience d'une série de choses, mais ils ne doivent pas être pénalisés. Et donc le but est vraiment de travailler pour qu'il y ait le moins d'échecs, le moins de pénalisation possible des enfants suite à cette situation qu'ils n'ont pas souhaitée, comme personne d'ailleurs. Parfait, mais ainsi se clôture notre session questions-réponses. Donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et merci à toi, pardon. À travers toi, il y avait les centaines de gens qui nous ont regardés. C'est ce que j'allais dire. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs questions. Nous avons pu ainsi avoir une discussion entre nous comme on l'avait prévu. Donc je vous remercie. J'aimerais, mais voilà, moi je n'ai pas posé de questions en fait. Je me rends compte que je ne vous ai pas posé de questions. Est-ce que tu as des questions? Mais oui, j'ai l'occasion d'être assise à côté de notre Première ministre et de mon président de parti et je ne pose pas de questions. Non, je dois poser une question. Tout simplement, quel est votre mot de la fin? On a entendu les discours, on a eu les capsules vidéo, on a pu avoir un aperçu du travail qui est effectué sur le terrain par tous nos mandataires à tous les niveaux de pouvoir. Mais j'aimerais savoir maintenant, qu'est-ce que vous avez sur le cœur? On en a certainement plein de choses sur le cœur et on a surtout beaucoup de choses encore à faire. Peut-être rappeler qu'on est devant un exercice qui est particulièrement complexe. Paradoxalement,
il était plus simple de supprimer les libertés que de les rendre. Ce qui est assez paradoxal alors qu'on aspire tous à récupérer notre liberté. C'est un exercice extrêmement complexe et il va continuer à être complexe. C'est très difficile d'offrir à la société aucune garantie, juste des perspectives. Les perspectives, c'est bien, les garanties, on aimerait bien en avoir plus et malheureusement, ça ne fait pas partie pour le moment, en tout cas, du monde dans lequel on est. Alors, moi, j'ai envie de dire à chacune et à chacun d'entre vous que ça m'a fait plaisir de vous retrouver, même si je ne vous vois pas, et moi, vous aussi, vous me manquez. Vous leur dire que tenez bon, parce que ce n'est pas les règles qui font qu'on soit en capacité de diminuer la propagation du virus, c'est ce que chacune et chacun en fait, ces règles, et qu'on vous écoute. Moi, je vous écoute. Je suis très attentive à ce qui est dit et on s'adaptera au fur et à mesure pour sortir plus fort. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Merci. Merci Sophie. Georges-Louis ? Aussi remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, remercier tout un chacun pour les efforts qui sont faits aujourd'hui. Sophie en a parlé, je l'ai dit tout à l'heure dans le discours aussi, la perte de liberté nous interroge beaucoup et finalement nous fait prendre conscience à quel point c'est notre bien le plus cher, parce qu'on souffre tous de ça. Toutes les revendications légitimes que l'on peut recevoir aujourd'hui, elles ont tout un point commun, c'est la perte de liberté, de pouvoir se déplacer, voir ceux qu'on aime, mener l'activité que l'on souhaite, qu'elle soit économique ou non, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre. Dire effectivement qu'on n'oublie personne, on se rend compte à quel point c'est extrêmement compliqué pour chacun. Il y a un petit peu cette tendance de croire que c'est un jour sans fin. Parce qu'au début, on se disait, on se protège. Je crois que beaucoup imaginaient qu'on pourrait peut-être être plus vite débarrassé de cette situation. Nous n'avons pas d'échéance aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être très prudent dans les pronostics que les uns et les autres pourraient faire. Il ne faut surtout pas sombrer dans le fatalisme. Demain sera meilleur. D'ailleurs, on a commencé l'exercice, il faisait très nuageux dehors. Et aujourd'hui, là, le ciel commence à redevenir de plus en plus bleu. Donc ça montre qu'il y a toujours une perspective. On a voulu en esquisser quelques-unes. Il y a un travail important à mener en la matière. Mais personne ne sera oublié. Et je terminerai juste sur un point, c'est sur l'importance de l'unité entre nous. On veille vraiment, encore une fois, à écouter chacun. Je crois qu'il ne faut pas essayer d'instrumentaliser les souffrances des uns ou des autres. Il ne faut pas tomber dans le combat. Tout à l'heure, Sophie a dit, voilà, on est disponible. Je le répète encore une fois, que ce soit du côté de nos ministres, nos parlementaires, du côté du parti, quand vous avez des questions, des demandes, que vous ne comprenez pas les choses, parce qu'on est face à une situation où il y a beaucoup d'inconnus aussi. Et donc les choses ne sont pas toujours évidentes à percevoir, pour aucun d'entre nous d'ailleurs, mais il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous, parce que c'est par le dialogue que l'on pourra expliquer, faire comprendre et avancer ensemble. On pourra gagner que si on est unis, que si on est ensemble. Ce n'est pas l'histoire d'un parti, ce n'est pas l'histoire d'une famille politique, ni l'histoire d'un quelconque groupe de la population contre un autre. C'est au contraire par l'unité qu'on va pouvoir s'en sortir. Et pour terminer quand même sur une note plus légère, je dis aux membres du MR que la première chose que nous ferons dès qu'on sera déconfinés totalement, c'est bien sûr de se rassembler pour travailler à notre projet, se retrouver aussi les uns les autres, dire, comme je l'ai indiqué, que oui, ça me manque fortement. Vous savez que j'aime bien, c'est mon côté italien, ma maman est italienne, donc j'aime beaucoup toucher, embrasser, etc. Donc cette période est dramatique pour moi et pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà, simplement vous dire qu'on va se retrouver et que quand on se retrouvera, on aura énormément de belles perspectives à partager. Donc vraiment, à l'année prochaine, cette fois-ci pour une salle comble et beaucoup de fraternité entre nous. On fera la fête aussi un petit peu, j'espère. Non, promis, on fera la fête. D'accord. Elle est très fêtarde. Hein. Ah oui, je ne savais pas. Non, mais ça ne se voit pas au premier regard, pas. Effectivement. Non. Mais ça fait partie des grands équilibres de la vie. Il faut pouvoir travailler dur et aussi se détendre entre amis. Exact. Effectivement. Mais donc voilà, je vous remercie et merci à tous. C'était le mot de la fin, donc nous nous retrouverons très prochainement. À très bientôt, prenez bien soin de vous et à très vite.